Bonjour tout le monde. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons démarrer dans 3 petites minutes. On attend encore les personnes qui doivent se connecter. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien et si vous voyez aussi notre écran? Parfait, merci beaucoup. On va attendre jusqu'à 11h15, 11h05 par là. Mhm. 11h02. Ouais, ça va. Il y a déjà une bonne cinquantaine de personnes, donc on va attendre d'en avoir encore un petit peu, et puis c'est bon. Il y a plus de 120 inscrits quand même, donc il faut attendre les derniers. Bon, il y a assez de monde maintenant, tu peux peut-être y aller, Lucia. Hein, pas Oui, pénaliser ceux il qui sont est à l'heure. 11h04. Ouais. Donc, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons donc aujourd'hui aborder un sujet qui est devenu hautement stratégique pour la compétitivité de vos entreprises. Comment répondre aux exigences de décarbonation des grands donneurs d'ordre tout en optimisant sa charge fiscale carbone. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement environnemental, il est purement économique et réglementaire. La métrique carbone est devenue donc un critère de choix business au même titre que les critères financiers. Elle est mesurable, comparable et de plus en plus auditée. Et pour pouvoir décrypter donc ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir un panel d'experts particulièrement complémentaires. Donc nous avons avec nous Monsieur Philippe Mongeard, président fondateur de Décarbo Solutions, Anne-Laure Gabold, qui est la responsable RSE de AGP, Nathalie Paillon, la directrice des opérations des études chez l'Obsar, et nous avons aussi le plaisir d'entendre un retour d'expérience concret de Paul Dupont, responsable KSE de Vinci Facilities, et moi-même, donc Lucia, qui vais donc animer ce webinaire et qui sera là pour du coup pouvoir animer tout ça. Donc pour débuter, je vous propose donc un rapide retour de table afin de présenter donc les structures respectives et je passe la parole donc à Monsieur Philippe Mongeard qui va vous présenter Décarbo Solutions. Merci Lucia, bonjour à tous. Donc Décarbo Solutions, on existe depuis 15 ans, pas sous ce vocable, hein, jusqu'au 31 décembre 2025, nous nous appelions Global Climate Initiative, dit GCI. Nous avons changé de nom parce que le monde a changé entre 2023 et 2026, à savoir que le monde du reporting environnemental est devenu un monde de reporting commercial
fiscale, réglementaire de plus en plus tenue. Et fort de nos quelques centaines de références accumulées depuis 15 ans, on a abordé ce nouveau monde de la réduction efficace de l'empreinte environnementale et de la réduction de la charge fiscale carbone des entreprises grâce à cette expérience. Toujours avec le même principe, la slide suivante, une plateforme totalement ouverte, 360 degrés, qui sait évidemment, comme avant, prendre en compte le besoin de bilan carbone des entreprises petites, moyennes et très grandes, ici en France et à l'international, mais surtout qui sait prendre en compte que vous soyez une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, la totalité de votre stratégie de décarbonation, à la fois par une équipe méthodologique solide et expérimentée, aussi par des outils très sophistiqués, une dizaine de modules verticaux pour décarboner les achats, les appels d'offres, le transport, l'IT, les déplacements, la mobilité. Et sur le terrain, merci Anne-Laure d'être là, un réseau d'experts agréés Décarbo Solutions qui se servent de notre plateforme pour promouvoir auprès de leur propre écosystème ce besoin indispensable, cet impératif de décarbonation des activités en amont concernant les achats et en aval concernant sa compétitivité carbone, c'est-à-dire le poids carbone réel des produits et des services que l'on produit. Slide Merci suivante, si tu beaucoup. veux bien, Alicia. Voilà. Et ben maintenant, je passe la parole donc à Anne-Laure qui va vous présenter donc AGP. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Anne-Laure Gabold, responsable RSE du groupe AGP, Alliance Global Procurement. Donc, AGP, en fait, accompagne les entreprises dans l'externalisation de toute ou partie de leur achat non stratégique et aussi des besoins en sourcing. Comme vous pouvez voir, il y a effectivement une partie d'activité sourcing et une partie gestion externalisée. Donc, ça permet de réduire la charge administrative et de faciliter le travail des équipes de nos clients. AGP a plusieurs expertises qui sont très complémentaires. Il y a la maîtrise documentaire, le pilotage opérationnel, des outils de suivi pour sécuriser l'exécution des prestations, améliorer aussi la visibilité pour nos clients et réduire bien sûr la charge de gestion pour eux. Quelques chiffres, quelques grands chiffres, vous voyez, si tu peux juste revenir sur la slide d'avant. En 2025, c'était plus de 350 millions d'euros de flux générés. Nous avons plus de 30 000 fournisseurs qualifiés et intégrés dans notre réseau. Et c'est donc, en 2025, c'était 45 000 demandes d'achat et de sourcing traitées par an. Si tu peux passer à la slide suivante. Au-delà de cette gestion opérationnelle, AGP s'appuie sur des standards qui sont reconnus, sur des réseaux aussi, dont l'OPSAR, et des partenaires experts, dont Décarbo Solutions, pour pouvoir encadrer ces pratiques, monter aussi en qualité dans la mise en œuvre de ces engagements. Vous pouvez voir certains de ces engagements ici. Je ne vais pas les détailler, vous aurez de toute façon la présentation qui vous sera envoyée. Aujourd'hui, on va faire le focus sur la partie décarbonation. Et je voulais juste mentionner le fait que c'est vrai qu'avec ces expertises complémentaires, et puis vu la qualité, enfin l'activité du groupe AGP, on est particulièrement bien placé pour constater justement les évolutions des exigences et des attentes des donneurs d'ordre. Je vous disais 45 000 demandes d'achat et de sourcing traitées par an. Donc ça, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à co-organiser ce webinaire avec Décarbo Solutions et avec l'OPSAR. Et je passe la parole à Nathalie Paillon pour l'OPSAR. Merci Anne-Laure. Oui, moi, donc Nathalie Payan, donc je suis la directrice des études et des opérations de l'OPSAR et je suis ravie encore une fois d'organiser de co-organiser un webinaire sur ce sujet de la décarbonation. L'OPSAR, je vous en dis vraiment très rapidement deux mots, c'est l'association de référence sur les achats responsables en France. La décarbonation est un sujet clé, je dirais aujourd'hui, des démarches achats responsables. C'est la première raison pour laquelle les organisations s'engagent dans les achats responsables aujourd'hui, c'est la réduction de l'impact environnemental de l'organisation. Le deuxième, c'est la conformité avec toutes les réglementations et on va voir en introduction qu'il y en a un certain nombre relatives à la décarbonation et au climat. Et puis, vient ensuite comme raison la réduction des émissions, notamment du scope 3. Donc, achat responsable et décarbonation, on est aujourd'hui très, très liés.
dans nos activités à l'OPSAR, on va accompagner nos adhérents sur évidemment ce sujet et d'autres dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais on a les achats inclusifs, les droits humains, euh, euh, le, le, euh, la gestion des déchets. Donc on a beaucoup d'autres sujets. On les accompagne à travers des groupes de travail, des partages de pratiques, des interventions d'experts. Et à travers l'ensemble de ces échanges, on va dire notre mission, ça va être de créer de la matière publiable, donc des méthodologies qui vont permettre ensuite à l'ensemble de la profession de se professionnaliser, de progresser sur des sujets un petit peu innovants. Et donc, dans ce cadre-là, on va sortir au mois de septembre notre nouvelle publication sur l'engagement des fournisseurs dans la décarbonation et c'est de manière détournée le sujet dont on va également parler aujourd'hui. Voilà. Alors, donc j'enchaîne sur le contexte réglementaire, fiscal associé donc au sujet du jour. C'est vrai qu'on observe que la décarbonation des chaînes de valeur devient un critère central de sélection et de référencement fournisseurs. On va le voir à travers les différentes présentations et témoignages ce matin. Et il y a plusieurs facteurs évidemment qui convergent en fait pour accélérer ce mouvement, avec aussi quelques difficultés qu'il va falloir adresser quand on est aux achats et qui sont très importantes. Donc déjà, commençons par la partie obligation, côté arguments qui vont tirer la démarche. Donc, de nombreuses réglementations. On peut parler de la CSRD qui va imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés de publier des données auditables qui vont couvrir notamment le scope 3. Euh, c'est un engagement, vous voyez, volontaire qui va devenir de plus en plus une obligation légale avec des responsabilités d'audit. Donc, ça va être, ça devient très important. On a bien évidemment côté entreprise les engagements net zéro et l'engagement sur des trajectoires SBTI qui amène les organisations à mettre en place un certain nombre d'actions en interne vis-à-vis de leurs fournisseurs, sous forme par exemple de questionnaires, d'évaluation et aussi de mise en place de clauses contractuelles pour pouvoir atteindre et se mettre en marche pour pouvoir atteindre ces objectifs que les entreprises se fixent, je dirais, librement. On a aussi côté investisseur avec l'avènement de la taxonomie européenne, et bien de plus en plus d'obligations, de plus en plus, on va dire, de recherche, d'évaluation des entreprises sur la base de critères carbone. Et il va bien falloir que ces entreprises mettent en place ces critères ces indicateurs en interne et qu'elle développe des actions en relation. Donc, des obligations va dire qui deviennent de plus en plus importantes. Et côté, slide suivant, merci Lucia, s'il te plaît. Et côté opérationnel, qu'est-ce qu'on observe? Puisque à l'OPSAR, on édite annuellement un baromètre dans lequel cette année, donc dans l'édition 2026, on a fait un gros focus décarbonation. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on observe que clairement, donc comme je vous le disais en introduction, la décarbonation devient une des raisons principales de s'engager dans des démarches achats responsables. La décarbonation est mise en place depuis de nombreuses années. Hein, ça, on l'a constaté, puisque 30% des répondants sont engagés depuis plus de 5 ans dans ces démarches-là. Et donc, ça veut dire que on va avoir déjà bien développé au niveau des grands donneurs d'ordre tous les enjeux de pilotage, les actions de pilotage qui vont être déjà en place, c'est-à-dire l'identification des parties prenantes, les objectifs qui vont être fixés, des objectifs, des échéances temporelles qui vont être connues. Et aujourd'hui, ça va donc amener les organisations à mettre en place des actions vers les fournisseurs. Actions de décarbonation qui vont être orientées aujourd'hui principalement vers la mise en place d'exigences dans les marchés
sous forme de critères, de clauses, même si on va dire que les clauses purement carbone, notamment des prix carbone, sont encore assez peu déployées. Mais on voit de plus en plus ce mouvement qui va être conforté par ce qu'on va ce que Anne-Laure va vous présenter juste après. Quelle est aujourd'hui la difficulté qui est observée? C'est celle des moyens. On est dans un sujet extrêmement complexe où on va devoir engager les fournisseurs, on va devoir travailler sur des données qui sont difficilement, ou en tout cas jusqu'à présent, assez difficilement mesurables de manière précise. On manque de temps dans les organisations. On a l'avènement d'autres problématiques de sécurisation des chaînes de valeur, l'IA qui arrive. Donc, on est dans un contexte où les acheteurs ont pas assez de ressources, pas assez de moyens mis en œuvre. Et donc, on va voir que c'est une des difficultés. Et c'est pour ça que, en fait, on a besoin au niveau des achats d'accélérer. Et donc, ça, c'est le point aussi qu'on va voir grâce au témoignage de Paul. La nécessité pour les donneurs d'ordre, en fait, d'accélérer la dotation en moyens techniques, de se doter de moyens techniques, mais aussi d'offrir aux fournisseurs les moyens de déployer la mesure et les réductions d'émissions de CO2. Et donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de travailler main dans la main, donneurs d'ordre et fournisseurs sur toute la chaîne de valeur pour que l'action puisse véritablement des actions puissent véritablement être mises en place. Et nous avons identifié, nous, que la mise à disposition d'outils, voire des aides financières qui sont encore à des niveaux confidentiels, vont faire partie des éléments de réussite dans les plans de décarbonation. Merci Voilà, et beaucoup. donc je passe la parole à Anne-Laure, voilà, qui va vous parler précisément de ce que les donneurs d'ordre attendent réellement de leurs fournisseurs à travers les 45 000 ordres que tu as gérés l'année dernière. Merci. Oui, donc effectivement, comme disait Nathalie, il y a ces obligations climat qui sont du coup directement répercutées en exigences dans les achats et donc auprès des fournisseurs. Côté marché public, Nathalie mentionnait la loi climat et résilience avec du coup ces critères environnementaux. Là, on ne se parle pas uniquement de critères autour de la décarbonation, mais bien des critères environnementaux qui doivent être mesurables, comparables, vérifiables. Et la difficulté d'avoir une donnée aujourd'hui, d'accéder à de la donnée, oriente naturellement l'attention vers la mesure de l'empreinte carbone des prestations, qui est justement une donnée peut-être plus facilement accessible. Il y a également la généralisation des clauses carbone contractuelles. Les donneurs d'ordre poussent les fournisseurs à montrer leurs engagements de plus en plus dans les réponses aux appels d'offres publics. Les cahiers des charges donc exigent de plus en plus l'intégration de ces données et notamment des données qui sont fiables et auditables. Côté fournisseur, pour ceux qui sont auditeurs aujourd'hui, vous l'avez sûrement déjà constaté, le reporting carbone devient vraiment un prérequis pour accéder à ces marchés. Côté marché privé, ils prennent également en compte de plus en plus la performance environnementale et carbone dans les appels d'offres. Et c'est vrai que, comme tu disais Nathalie, le groupe AGP, du fait de son activité, a constaté sur ces 12 derniers mois un poids moyen de 20 à 30% des critères RSE dans les appels d'offres. J'ai bien dit RSE, mais dans ces critères RSE, il y a un critère carbone systématique. Donc la maîtrise des données carbone, là, devient vraiment un avantage concurrentiel. Et que ce soit marché public ou marché privé, les donneurs d'ordre attendent des informations donc, qui sont claires, qui sont structurées, facilement lisibles, aussi bien dans les réponses aux appels d'offres que dans le suivi de la démarche ensuite, dans l'exécution du marché. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, on a voulu synthétiser les principaux niveaux d'exigence des donneurs d'ordre. Il y en a sûrement, bien sûr, beaucoup d'autres, mais en tout cas, cela ressort très régulièrement. Premier niveau d'exigence, c'est la transparence. Être capable de fournir des données. Pouvoir répondre aux questionnaires clients, que ce soit dans les cahiers des charges lors des AO ou dans les questionnaires de suivi, comme on disait, EcoVadis, CDP, etc.
pouvoir intégrer des données carbone qui sont justifiées par produit, par service ou par prestation, en sachant que justement ces exigences de type reporting, CSRD, etc., dont parlait Nathalie, poussent aussi les grands donneurs d'ordre à améliorer progressivement la qualité de leurs données. Donc, leurs exigences vont aussi monter à ce niveau-là, en allant de plus en plus vers des données qui sont des données réelles, spécifiques à l'entreprise, des données traçables et des données qui sont documentées. Le deuxième point, c'est la mesure, donc pouvoir comprendre son impact. Et ça va passer, en tout cas sur la transition bas carbone, par la réalisation d'un bilan GES, gaz à effet de serre, et ou une empreinte carbone du produit ou du service, le fameux PCF, ce terme que vous entendrez régulièrement revenir, le Product Carbon Footprint, pardon pour mon anglais, qui est l'empreinte carbone du coup du produit ou du service. Ça permet en fait d'avoir cette mesure, permet d'identifier les principaux postes d'émission, donc de structurer beaucoup plus facilement et efficacement sa démarche. Le troisième point, c'est l'engagement. Et là, on est vraiment sur la structure de la démarche. Concrètement, avoir un plan d'action. Ne pas avoir de plan, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pénalisant que de ne pas avoir de résultats, en fait. Donc, ce qui va faire la différence, c'est montrer que la démarche de transition est pilotée avec la capacité à progresser dans le temps, dont notamment des priorités et des prochaines étapes qui sont formalisées. Et la dernière exigence que nous avons relevée, c'est la preuve, pouvoir prouver les résultats, donc démontrer ce qui a été fait et les gains obtenus aussi, en présentant encore une fois des résultats qui sont mesurables et vérifiables. Pour résumer, gardez en tête que les preuves comptent davantage que les intentions. Ce qui n'est pas documenté, en fait, est peu crédible. Voilà. Sur la slide suivante, on voulait mettre en lumière 2 erreurs qu'on a pu constater aussi régulièrement, qui sont à éviter. La première, c'est bien sûr d'attendre une obligation contractuelle pour agir. On l'a dit, les attentes des grands donneurs d'ordre progressent rapidement. Donc, si on veut être aujourd'hui à jour pour pouvoir répondre aux appels d'offres, il faut déjà engager la démarche dès que possible. Parce qu'en fait, quand l'exigence devient contractuelle, c'est presque trop tard, parce que c'est beaucoup plus complexe de structurer sa démarche dans l'urgence. Et les fournisseurs qui sont en plus déjà engagés, eux, ont pris une longueur d'avance dans les référencements et les appels d'offres. Le deuxième point, la deuxième erreur, c'est de chercher la mesure parfaite avant de se mettre en action. Il vaut mieux une première estimation qui est robuste, qui est concrète, suivie d'action, plutôt qu'une absence totale de démarche. Donc, une première estimation, ça suffit pour repérer les principaux postes d'émission et commencer à agir. Et, ah oui, aussi important, effectivement, privilégier les données primaires, les données réelles qui correspondent réellement à vos actions, plutôt que les moyennes sectorielles. Ces données primaires sont beaucoup plus valorisées du coup par les donneurs d'ordre. Et en parlant de données primaires, je passe la parole à Philippe Mangeard, qui va en parler également. Merci beaucoup. Donc les données primaires, c'est un mot qui est très clair. Ça veut dire que dans le monde des données de l'environnement, vous avez soit des données moyennes, celles que vous allez trouver dans les référentiels type ADEME, Eco, Invent, DEFRA, etc., soit les données primaires, c'est-à-dire des données qui correspondent réellement aux émissions réalisées par l'exécution du produit ou du service considéré. Alors, jusqu'à présent, on pouvait un petit peu mettre ça de côté, puisque finalement, une valeur moyenne, ça donnait toujours bien la tendance, mais ceci est terminé. Terminé pourquoi? Parce qu'à chaque émission de GES aujourd'hui, attachée à une opération de transport ou de logistique, par exemple, ou attachée à l'importation, à la fabrication d'un produit contenant de l'aluminium, de l'acier, du ciment, de l'engrais, de l'hydrogène, de l'électricité venant d'hors d'Europe, on va avoir une taxe carbone directement proportionnelle aux émissions de GES constatées. Alors, on va parler du premier exemple qui marche depuis 2024. Depuis 2024, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout conteneur qui touche un port européen, à l'import ou à l'export, doit payer ce qu'on appelle un ETS, un quota carbone, qui est simplement calculé par la multiplication entre les émissions de GES de l'opération de transport sur la distance considérée, pour le poids considéré,
que multiplie un prix du carbone fixé par l'Europe. Ce prix du carbone, il était à 5-6 € il y a quelques années, il était à 35 € il y a 2 ans, et aujourd'hui il est déjà à 79 € et bientôt on le prévoit à 100-130 €. Dans le transport routier, on va avoir la même démarche un peu plus tard, je viendrai sur la slide suivante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de conteneurs qui sont exportés et importés en Europe. Sur ces conteneurs, les armateurs doivent facturer un quota carbone calculé précisément suivant les règles que j'ai énoncées précédemment. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que 9 fois sur 10, comme personne n'y comprend rien, ben ces surfacturations carbone, ces surcharges carbone sont surfacturées et pas simplement de 5 ou 10%, mais de 50, 100, 500%. Alors, on prend un exemple de base, qui est le plus faible qu'on ait trouvé pour ne pas affoler les populations, mais on est en moyenne sur 20 € de surfacturation par conteneur. Alors, quand vous importez 10 000 conteneurs par an, ben, ça vous fait 200 000 €. Mais si vous en importez 100 000, comme certains grands importateurs, distributeurs européens, ben, ça fait 2 millions d'euros. Donc, ça vaut le coup de regarder ces sous, qui disparaissent dans un méandre de surfacturation, pour l'instant dissimulés dans des all-inclusive, etc. Donc, le retour sur investissement de la mesure des quotas carbone maritimes est immédiat. Même chose pour le routier. Alors, ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas avant le 1er janvier 2028. La mesure va s'appliquer de façon différente. Le TS routier, c'est un quota carbone que va payer, le distributeur de carburant. Alors, Total, Carrefour, Leclerc va payer une surtaxe carbone par litre de gasoil ou par litre de carburant, suivant les émissions de CO2 du dit carburant. Et cette somme, évidemment, est naturellement ajoutée au prix du gasoil. Et là, il y a une erreur colossale qui est en train d'être faite par l'ensemble des professionnels, la majorité, on ne va pas dire la totalité, mais l'extrême grande majorité, considérant que ce surcoût gasoil est un surcoût qu'on va pouvoir refacturer comme d'habitude en pied de facture. Que nenni, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. La réglementation ETS2 est très précise. Les chargeurs, les clients des transporteurs, ne devront payer qu'à due concurrence des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, pour chaque opération de transport. Et ça, c'est important, parce que entre un pied de facture à la louche, vite fait, bien fait, comme le voudraient certaines personnes, et la réalité des émissions à facturer sur une opération de transport routier, il y a jusqu'à 30%. Donc ça fait globalement sur un budget de transport juste de mesurer 2% de plus ou de moins de coûts. Donc vous dépensez 100 millions d'euros de transport routier par an, je peux vous dire que si vous n'y prenez garde, vous paierez au moins 2 millions d'euros de trop. Si vous faites 10 millions, vous paierez au moins 200 000 € de trop. Donc ça vaut le coup de regarder ça de très près. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. Aujourd'hui, il faut tout vérifier. Et le troisième point, et j'en finirai là, c'est quelque chose qui s'appelle le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. J'aimerais bien que tu bouges la slide, Lucia. Ah, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est clair, c'est que l'Europe a réagi en disant, il n'est pas normal que les produits qu'on importe en Europe ne soient pas soumis, comme les produits qu'on facture en Europe, à un coût carbone pour les émissions de GS générées. Donc aujourd'hui, tout produit, matière première aujourd'hui, jusqu'en 2028, aluminium, acier, engrais, azote, engrais azoté, hydrogène, électricité, ciment, paye un ajustement carbone dès qu'il passe une frontière européenne. Ce sont des sommes assez colossales, là on parle de 5 milliards d'euros par an au global, mais pour l'instant, peu de gens y prennent garde parce qu'il y a peu de gens qui apportent des matières premières. Mais à partir du 1er janvier 2028, c'est 350 produits de plus qui comprennent de façon significative de l'acier, de l'aluminium, du ciment, etc., qui vont être taxés. L'air de rien, le fait de ne pas mesurer précisément le poids carbone de ce qu'on achète à l'international va vous faire payer jusqu'à 38% de taxes carbone supplémentaires. Là aussi, ce sont des dizaines de millions, de centaines de millions qui vont disparaître. Donc, on a vu avec Anne-Laure l'intérêt, pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de mieux connaître et maîtriser le poids carbone de ce qu'elles produisent, que ce soit un produit ou un service. Et bien là, je peux vous dire que pour le transport maritime, pour le transport routier et pour tout produit contenant une des matières énoncées, il y a intérêt à mesurer de très près l'intensité primaire d'émission pour payer tout simplement le juste prix
sinon à payer jusqu'à 30% de trop, ce qu'aucun directeur financier n'apprécie et qu'aucun compte d'exploitation ne peut supporter et qu'aucune compétitivité ne peut accepter. Merci, j'ai fini. À toi, Lucia. Merci beaucoup. Bon, bah maintenant, je passe la parole donc à Anne-Laure qui va vous présenter donc comment améliorer concrètement sa compétitivité carbone dans les appels d'offres. Merci. Alors, on voulait commencer par identifier les erreurs les plus fréquentes qu'on a observées dans les appels d'offres. La première erreur, c'est de fournir des données non traçables. Donc, il faut bien garder en tête systématiquement de préciser la source des données, leur méthode de calcul et leur périmètre. Et ces informations doivent être cohérentes d'une année sur l'autre, puisque vos clients souhaitent comprendre en fait comment les chiffres ont été construits et constater les progrès. La deuxième erreur, c'est confondre bilan GES d'entreprise et empreinte carbone produit. Donc, bilan GES, bilan de gaz à effet de serre, le bilan carbone. Le bilan carbone mesure les émissions globales de l'entreprise, alors que l'empreinte carbone du produit évalue l'impact uniquement du produit ou d'un service spécifique. Le troisième écueil, c'est de s'appuyer sur des valeurs sectorielles par défaut uniquement. Toutes les entreprises du secteur peuvent utiliser les mêmes chiffres, les mêmes moyennes. Par exemple, si j'achète 1 000 € de telle matière première, ça impacte mon empreinte carbone de tant de kilos ou tonnes de CO2. Mais ça, ce sont des moyennes, ça ne permet pas de valoriser les actions que vous avez mises en œuvre. Par exemple, si une entreprise de transport, une PME de transport répond à un appel d'offres, son approche par défaut, ça va être d'utiliser le facteur moyen du secteur pour estimer son empreinte carbone, enfin ses émissions de transport. Si elle veut se différencier, elle peut calculer les émissions réelles des kilomètres réellement parcourus, de l'optimisation qu'elle a pu faire également, de sa flotte de véhicules, du type de carburant, etc., du taux de remplissage par exemple. Enfin, voilà. Dans le premier cas, l'acheteur ne va pas voir ce qui distingue l'entreprise de ses concurrents puisqu'elle a utilisé des moyennes. Alors que dans le second cas, l'entreprise va valoriser sa maîtrise du sujet. Et le quatrième écueil, donc ça va être d'annoncer des objectifs, mais sans plan d'action concret associé. Alors qu'un objectif sans feuille de route, c'est plutôt une intention, ce n'est pas vraiment un engagement. AGP, pour ça, pour éviter cette erreur, a décidé dès le début de travailler avec Décarbo Solutions parce que justement, ils nous ont permis de structurer les données pour éviter ces erreurs. Alors oui, 5 étapes simples. Donc, comment faire pour structurer une première démarche de transition bas carbone et ensuite pouvoir la valoriser dans les appels d'offres? Très simplement, d'abord, désigner un référent. Avant toute chose, il faut que la direction, bien sûr, soit support, soit moteur, qu'il y ait des points d'étape réguliers, mais avoir un référent, un pilote, c'est vraiment le point le plus important. Le groupe AGP, au début de la démarche, avait missionné un commercial qui avait aussi la casquette RSE, dont les sujets de transition bas carbone. Et ça suffit pour initier la démarche. Après, en année 2, l'équipe s'était renforcée, il y a eu un alternant RSE, etc. Mais ça, c'est le premier point important. Le second point, c'est d'identifier les principales sources d'émissions, ce qu'on s'est dit, mais des émissions réelles, des données réelles que vous pouvez avoir et qui sont adaptées à vos activités. Donc, ça va être la consommation d'énergie, les déplacements. Typiquement, on se parlait voilà, pour l'entreprise de transport, le parc de véhicules, etc. Donc là, pour le coup, AGP, pour vous parler de ce qu'on a pu vivre, en fait, le premier bilan carbone qu'on avait fait, on s'est fait accompagner par Décarbo Solutions. On a eu la chance d'avoir de super conseils pour identifier les postes significatifs. La première année, c'est pas toujours évident. Et ils nous ont aussi aidés pour savoir comment calculer certaines données qui sont parfois un peu délicates aussi à calculer. Le troisième point, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Un nombre raisonnable. On a identifié 3 à 5 objectifs, c'est un exemple. Évidemment, vous pouvez adapter en fonction de votre maturité. Mais la première année, on avait 3, 5 objectifs avec 5 indicateurs correspondants et cibler, bien sûr, les actions les plus accessibles, encore une fois, qui correspondent à votre activité. Le quatrième point, c'est de formaliser votre plan d'action, votre feuille de route, si possible, en 2 temps.
des actions à court terme pour montrer que vous agissez dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas. Ça peut être effectivement travailler l'éclairage, faire de la sensibilisation des collaborateurs sur la sobriété énergétique, pourquoi pas passer sur un contrat d'électricité verte. Enfin, ce ne sont que des exemples, encore une fois. Et à moyen terme, avoir quelques objectifs plus ambitieux qui montrent aussi que vous êtes vraiment dans une démarche de progrès. Là, pour le coup, en tout cas sur la première année, quand on a construit au début notre démarche de transition bas carbone, on s'est appuyé sur la solution Decarbo Commit, de Decarbo Solutions, qui permet d'identifier les actions. Quand on ne sait pas exactement quelle action identifier, qu'on n'a pas d'idée, il y a des exemples d'actions qui sont fournis par Decarbo Commit, qui permettent de les formaliser dans un plan d'action, d'estimer aussi, c'est important, pouvoir estimer leur impact en termes de décarbonation. Et Decarbo Commit, en plus, génère automatiquement derrière une trajectoire et un plan, un rapport de décarbonation, ce qui, pour le coup, est très utile et très pratique, ce qui permet de les valoriser, justement, dans les appels d'offres. Et donc, le dernier point, présenter dans les appels d'offres les actions que vous avez réalisées. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran pour prouver dans les mémoires, par exemple, dans les référencements, mettez des captures d'écran. Sur les plateformes, téléchargez votre bilan carbone, prouvez, si possible, documentez ce que vous avez fait avec des indicateurs clés qui sont clairs et traçables. Voilà pour cette partie-là. Je vous remercie. Et ensuite, je te laisse passer à la suite. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Dupont pour Vinci Facilities. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui. Donc, Paul Dupont, responsable qualité, sécurité et environnement chez Vinci Facilities. Donc déjà, merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc Vinci Facilities, c'est quoi? Donc Vinci Facilities, c'est une entreprise qui s'occupe du facility management. Et donc, pour être plus clair, c'est toute la maintenance technique d'un bâtiment, mais pas que. On a également une partie service, donc notamment la gestion ça peut être de l'accueil, de la PHE, donc de la propreté, de la 3D, donc tout ce qui est dératisation. Voilà, on a une partie service, une partie technique, et on a également une partie performance environnementale, où là on peut effectuer des actions de performance énergétique, style des C2E notamment. Donc on a un contrat majeur, donc Orange. Orange, notamment le site de Orange Stadium à Saint-Denis, sur lequel du coup on a été choisi pour effectuer un premier test, je crois, donc sur la plateforme Decarbo Solutions, afin de mesurer nos émissions, notre poids carbone, on va dire, pas de l'entreprise Vinci Facilities, mais de nos activités chez le client. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, cette démarche comme vous l'avez dit tout à l'heure, de PCF, Product Carbon Footprint, s'inscrit clairement dans la démarche environnementale de Vinci Facilities et du groupe Vinci généralement. Donc, il faut savoir que cette démarche environnementale, nous, elle se scinde en 3 piliers. Donc, le premier, c'est agir pour le climat. Donc là, on retrouve notamment les diminutions des émissions donc directes et indirectes sur notamment la chaîne de valeur des métiers de Vinci Facilities que l'on fait chez le client, donc que ça soit en amont ou en aval, donc des achats jusqu'à la gestion de nos déchets chez le client. Donc voilà, on a des objectifs de diminution de 20% d'ici 2030. Optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et également préserver les milieux naturels. Voilà, donc cette démarche de PCF s'inscrit clairement dans la démarche environnementale de Vinci et notamment sur l'aspect décarboner le cycle de vie. Donc nous, on ne produit pas, on n'est pas une entreprise industrielle, on est une entreprise de maintenance avant tout, donc on ne produit pas un produit fini de A à Z, c'est de la maintenance. Donc jusque-là, ce qu'on appelait donc les bilans carbone, les poids carbone de nos activités, on les mesurait avec donc les kilo-euros en fonction de la prestation. Si c'est de l'accueil, de la maintenance d'un groupe froid ou quoi que ce soit, avec l'ADEME, on a des ratios, c'est-à-dire que tant de kilo-euros va émettre tant de tonnes équivalent CO2. Donc avec l'outil de Decarbo Solutions, voilà, on a pu
Mettre un petit coup de boost, notamment sur la mesure. On en a parlé tout à l'heure. C'est important de savoir où on est pour après prendre des actions cohérentes sur les postes les plus émetteurs. Donc voilà, décarboner le cycle de vie et donc faire référence notamment à la partie ACV donc de de la partie amont et la partie aval, donc des achats, la gestion de nos achats. Il faut savoir que Vinci Facilities est certifié donc ISO 14001 depuis 2026. Je précise Vinci Facilities ITS. Il faut savoir que Vinci a beaucoup de filiales. Et donc, on est dans ces démarches de nous, on impose à nos fournisseurs actuellement des certifications. On ne se contente pas que du prix lors des appels d'offres. On a aussi une dimension de sécurité et environnement. Donc, je prends un exemple pour de la PHE, de la propreté sur un site. On va voir si les produits sont écolabellisés, si les produits, notamment tout ce qui est CMR, sont bien interdits sur les sites. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, on a eu la chance d'être choisi par le contrat Orange pour effectuer cette première, ce premier jet, on va dire, sur la plateforme Décarbo Solutions. Orange Stadium, c'est un site de 32 000 m², plus ou moins. Donc l'idée, c'était d'incorporer sur la plateforme Décarbo Solutions toutes nos données. Donc nos données relatives à des prestations que l'on vend du coup chez le client et que l'on exécute sur le site. Donc de la maintenance de groupes électrogènes, de la maintenance de groupes froids, l'utilisation de fluides frigorigènes, les contrôles réglementaires d'armoires électriques, les thermographies, les Q18, Q19, tout ce qui est PHE, la 3D, etc. Et j'en passe. On a beaucoup de prestations dans le FM. Et l'idée, c'est nous, déjà en interne chez Vinci, on a nos données pour effectuer des poids carbone. Par contre, pour le scope 3, faut bien les chercher avec nos achats, chez qui on passe, pourquoi on passe par eux. Et tout ça, c'est beaucoup de données à aller chercher. Et c'est ce qui a été le plus compliqué à aller chercher, la donnée. On en parlait, hein, une donnée c'est bien, mais quand elle est fiable, c'est encore mieux. Il faut qu'elle soit pertinente. Donc les données, c'est quoi? C'est du déplacement, comment viennent les collaborateurs sur le site de travail. Donc les déplacements travail, domicile et inversement. Les consommables, les pièces de rechange pour la maintenance, les déchets générés suite à ces maintenances, les ressources mobilisées. Donc on va carrément jusqu'à, je ne sais pas, pour l'accueil, pour nos techniciens qui sont sur les sites. Est-ce qu'ils ont des téléphones portables? Est-ce qu'ils ont des ordinateurs? Pour les thermographies d'armoire, il existe des caméras à thermographie. Combien on en a sur le site? Combien on a de perceuses? Voilà. Et où est-ce qu'on les a achetées notamment? Donc c'est beaucoup plus précis, ça nous donne une vision beaucoup plus. Voilà, c'est la fiabilité des données avant tout, et du coup, ça répond directement à l'objectif de Orange, hein, qui est de diminution de 10% de leur scope 3 au niveau des émissions. Voilà, donc c'est vraiment un levier d'amélioration continue sur la partie décarbonation. Et à l'heure actuelle, on a pu valider tous nos PCF, donc les poids carbone des différentes activités qui sont pertinentes. Donc on a pris tout ce qui est maintenance corrective, préventive, ainsi que CVMR, donc les contrôles, vérifications et les maintenances réglementaires. La partie accueil, les petites opérations, voilà. Donc on a pu valider tous ces poids carbone cette semaine. Les points positifs pour terminer. Donc c'est une plateforme qui est relativement intuitive, hein. Le design est plutôt, on comprend bien, on va dire, la méthodologie du poids carbone à effectuer. On a un support, du coup, merci à l'équipe là pour votre activité, hein, sur la validation de ces PCF. Il y a également toute une base de documentaires, enfin de vidéos explicatives de la méthodologie qui permet de se former, on va dire, et d'aller encore plus loin dans ces mesures de poids carbone. La visu donc des différents postes d'émission, mettre des actions sur des postes d'émission qui ne sont pas forcément pertinents ou qui ne représentent pas un gros poids. Voilà, c'est la loi de Pareto en 80-20 qu'il faut appliquer.
Voilà, donc ça nous donne une bonne visu et une bonne, on va dire, c'est des axes de travail, des axes d'amélioration pertinents qui vont nous faire avancer. Et donc, c'est avant ça c'est avant tout la démarche que j'ai retenue, moi, de l'expérience que j'ai eue. Identification des postes les plus significatifs, ainsi que voilà, c'est une solution qui est pertinente, on va dire, pour comparer tous ces postes en émissions globales de tonnes équivalent CO2. Au niveau des freins, on en a parlé, les données demandées sont quand même très très détaillées, comme c'est toute la partie ACV, hein, de la matière première jusqu'à la gestion de déchets, la production, la distribution, l'utilisation. Nous, on est concernés par tous ou par quelques-unes de ces parties, suivant les prestations. Donc, c'est compliqué à faire le tri là-dedans et à surtout aller chercher la donnée. En interne, chez Vinci, il n'y a pas forcément de sujet. On maîtrise, par contre, c'est aller chercher, on va dire, chez qui nos fournisseurs à nous, donc notre scope 3 Vinci, c'est le sujet, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est savoir chez qui on passe, quoi, clairement, et avoir une autre dimension que les kilos euros, quoi. Donc ça Merci rejoint beaucoup. donc la fiabilité des données du scope 3. Parfait. Bon, maintenant, nous allons passer donc à notre conclusion et je passe la parole à Anne-Laure. Oui, merci. Alors, comme je vous disais, effectivement, le groupe AGP a la double expertise avec le nombre conséquent de flux traités. On voit les évolutions des exigences du marché sur la transition bas carbone. Donc ça nous permet d'identifier directement les bonnes pratiques à adopter ou à anticiper. Et puis, on a aussi cette expérience d'avoir progressé rapidement dans une démarche bas carbone en passant en 3 ans d'un bilan carbone initial à un engagement auprès du SBTI et le statut d'expert agréé des Carbo-Solutions. Donc, avec cette double expertise, et on peut faciliter la démarche des donneurs d'ordre, des fournisseurs, sur ces 3 points principalement. Déjà, pour identifier les fournisseurs prioritaires à onboarder dans la démarche de transition. Côté donneur d'ordre ou côté fournisseur aussi d'ailleurs, si vous souhaitez engager vos propres fournisseurs. Le deuxième point, et qui est très important aussi, c'est pouvoir évaluer la maturité des carbonations, soit à la demande du fournisseur, soit à la demande du donneur d'ordre. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un questionnaire qu'on a pensé qui est expert, mais qu'on a pensé en fait adaptatif. C'est-à-dire que en fonction de la maturité du répondant, on aura plus ou moins de questions. C'est un questionnaire à tiroir, mais surtout, cette note, cet indice de maturité derrière, permet justement de savoir où vous vous situez et ensuite de proposer un plan de progrès qui est adapté. Et justement, avec le rôle d'expert des Carbo-Solutions, on peut accompagner sur ce plan de progrès et avec des Carbo-Solutions pour mettre en place les solutions adaptées et qu'on aura validées ensemble. Donc, ce rôle d'expert, c'est vraiment d'être facilitateur. On ne sait pas forcément toujours par où commencer, alors qu'il y a des solutions très simples à mettre en place et qui permettent directement d'avoir une analyse sur vos biens et services les plus émissifs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Lucia, je te beaucoup passe la main. à tous du coup d'avoir présenté tout cela. Maintenant, nous allons passer à la partie questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses et nous serons donc ravis de vous répondre. Je vous laisse une petite minute pour écrire vos premières questions et après on pourra commencer. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. C'est rigolo. Donc nous, on va poser des questions à M. Dupont de Vinci, là. Hein, donc, tout à l'heure, Anne-Laure disait, c'est bien, vous êtes content et nous sommes très contents que vous soyez content de travailler avec Orange, mais vous-même, est-ce que vous avez déjà imaginé de pousser la démarche en aval, c'est-à-dire en amont, vers vos propres fournisseurs, aujourd'hui, pour améliorer demain les éléments qui aujourd'hui sont qualifiés de données non primaires, vous voyez? J'en ai parlé tout à l'heure, on a commencé là, notamment dans nos démarches, notamment 14 000, on a une méthodologie de sélection de nos fournisseurs sur la partie préventive, réglementaire, correctif, que ce soit du service ou de la technique, de sélection de nos fournisseurs.
donc incrémenter des critères de choix environnementaux, énergétiques, dans le cadre de nos appels d'offres vis-à-vis de nos fournisseurs. J'avais une Voilà. question évidemment bien plus orientée. Est-ce que vous avez idée, comme le fait Orange, d'utiliser la plateforme Decarbo Supply ou Decarbo Tender pour avoir une verticalité directe sur l'élément carbone qui, finalement, s'il est valorisé auprès de vos fournisseurs, vous valorise auprès de vos propres clients, quoi. Oui, après, c'est le début, hein, de la démarche là avec Décarbo Solutions. Mhm. Parce Mais que ouais, après, c'est en discuter avec la on stratégie est, Vinci. ouais, parce qu'on est à peu près au même stade et presque prêt à démarrer avec Vinci Énergie sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que Mm. je vous pose cette question de la capacité à Non, non, je pense avoir que ça peut être, l'information comme carbone. j'ai dit, un levier d'amélioration continue, d'avoir de la Mm. donnée centralisée pour tous nos fournisseurs. D'accord. Ah ben oui, il y a des Ok, bon, questions qui sont super. arrivées. Des Merci questions, oui, qui d'avoir sont tombées. merci d'avoir meublé, Monsieur Dupont, hein. Merci beaucoup. Il fallait bien lancer le débat. Donc, combien de temps peut prendre cette démarche d'analyse et décarbonation? Je sais bien que ce sera adapté à la taille de l'entreprise et au nombre des fournisseurs aussi. Ouais. Alors, je vais prendre la question parce qu'on a des clients qui ont plusieurs milliers de fournisseurs, donc on ne parle pas de siècle avec eux. C'est chaque item de décarbonation qui va prendre entre quelques demi-heures et quelques heures. Quelques demi-heures si c'est un produit simple, une tasse à thé, quelques heures ou voire quelques demi-journées s'il s'agit d'un climatiseur d'avion, comme ça nous est déjà arrivé avec ADP. Donc au niveau du produit ou du service, on peut parler de quelques demi-heures, de quelques heures, très rarement au-delà. Et donc après, par rapport au nombre de produits ou de fournisseurs, ben, c'est comme des milliers de fournisseurs qui, tous les 3 mois, remettent à jour des milliers de tarifs. La tâche est répartie, donc il n'y a pas de cumul des délais. Donc si vous avez une bonne détermination d'enrôlement de vos fournisseurs, on peut considérer qu'au bout de 2, 3 mois, on a plus de 30% des fournisseurs qui sont engagés et on dépasse les 70% au-delà de 6 mois. Alors, ce qui est intéressant à partir du 21 août 2026, pour tous ceux qui répondent à des appels d'offres publics, c'est qu'il y a un critère environnemental qui est devenu obligatoire et qui doit être pondéré pour 10 à 30%. Et ben, cette démarche d'appel d'offres fait que 100% des gens qui veulent travailler avec l'administration aujourd'hui vont faire leur PCF puisqu'il s'agit d'un des rares, sinon le seul critère environnemental, qui est, comme le définit la réglementation, mesurable, opposable, pondérable, à souhait. Alors pour les grandes entreprises, ben, ça devient de plus en plus le cas. Hein, si on reprend Orange, on était avec Orange il y a 15 jours en webinaire, ils imposent le poids carbone à leurs fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les fournisseurs, d'une année sur l'autre, montrent un effort d'au moins 10% de réduction de leurs émissions. Pourquoi? Parce que Orange sait que pour atteindre ces objectifs de net zéro carbone, ils ont besoin de l'engagement de tous leurs fournisseurs. Eh ben, plutôt que de croire en la parole qui s'envole, ils veulent des écrits qui restent, ils demandent des mesures et des réductions. Donc, je réponds clairement, la démarche n'est pas chronophage individuellement pour chaque entreprise, elle est beaucoup moins chronophage que la mise au point ou la mise à jour d'un tarif. Elle n'est pas dispendieuse en temps pour le donneur d'ordre, hein, puisque c'est chacun de ses fournisseurs qui travaille. Donc, il n'y a pas de rapport, je dirais, entre la taille de l'entreprise et le nombre de fournisseurs, puisque dans tous les cas de figure, il y aura autant d'acteurs qu'il y aura de fournisseurs et de produits. Est-ce que j'ai Ok. répondu à votre question, Madame de la Concepterie Charlène, c'est ça? Philippe, je rajouterais juste que de l'expérience qu'on a pu avoir, parfois il vaut mieux rajouter 2, 3 heures d'accompagnement qui permet vraiment de gagner énormément de temps au final, plutôt que de passer beaucoup de temps seul derrière son ordinateur à chercher une information, une façon de faire. Voilà. Donc, la question sur l'interface avec votre outil de reporting carbone, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des milliers, pas des milliers, des dizaines de solutions carbone qui sont en place, des Excel, des plateformes SaaS, etc. Tous nos modules s'interfacent avec les solutions en place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait gratuitement aussi faire migrer toute solution existante, que ce soit une solution SaaS, une solution Excel, sur notre plateforme gratuitement. Donc en clair, tous nos clients qui ne nous ont pas choisis en premier rang ben, peuvent continuer avec leurs solutions existantes. Parlons d'Orange, hein, parlons de gens qui ont déjà leur propre solution, mais d'autres migrent vers nous et c'est gratuit.
Donc, et puis, je profite de ce sujet interface pour dire que nous sommes aussi interfacés avec des outils spécialisés comme dans les achats, comme Evalua, comme Oalia, ou spécialisés, on en a parlé ce matin avec Anne-Laure, dans la gestion des prestations intellectuelles. Comment déjà s'appelle ta solution, Anne-Laure, dont on a parlé ce matin? Hyper, Peter, ah, ton micro est coupé. Oui, oui, le micro était coupé, pardon. Oui, effectivement, Peter, donc pour Alliance Procurement, qui est l'outil de sourcing d'Alliance Hightech, filiale du groupe Voilà. AGP. Donc, et puis la troisième question, une idée du budget, ben, on est totalement raisonnable chez Décarbo Solutions. On sait qu'on va travailler avec des TPE, des PME. Alors pour elles, ben, c'est quelques milliers d'euros au mieux. Et c'est gratuit pour elles dans la première étape du calcul du PCF sur demande de leur fournisseur. Donc ça, c'est intéressant. C'est même essentiel, hein, dans le code des marchés publics. On n'a pas le droit d'imposer à une entreprise de payer quelque chose pour répondre à un appel d'offres. Bonne nouvelle, pour répondre à un appel d'offres public ou privé en donnant sur le poids carbone de son produit ou service, qu'on soit une TPE, une PME ou un grand groupe, c'est totalement gratuit. Ensuite, les outils eux-mêmes de gestion de ces informations, des Tender, des Solutions, des Mobility, des Transport, il y en a 8 hein, comme ça, valent entre 2 000 à 3 000 euros pour les petites entreprises jusqu'à 5 000 à 6 000 euros pour les très grandes. Donc toujours des chapitres budgétaires très raisonnables et comme l'a dit Anne-Laure, avec la première année à prévoir 1 jour, 2 jours ou 3 jours d'accompagnement pour maîtriser ces outils. Notre ambition, notre promesse, notre engagement étant que tous nos utilisateurs soient totalement autonomes sur nos outils. Et Nous je avons vois. une autre question dans la partie questions. Donc, en tant que PME, nous ne travaillons pas sur l'appel d'offres, mais avec des donneurs d'ordre privés qui nous Ouais. demandent de fournir la preuve de nos démarches sur EcoVadis, par exemple. Or, comment obtenir ces informations sur les transports quand ils nous sont imposés? Nous livrons un produit fini et à la fin de la chaîne, on doit être en mesure de justifier tout ce qui se passe avant. Or, nous n'avons pas des ressources internes. Comment faire? Alors, bonne nouvelle pour le transport. Depuis le 1er janvier 2025, la loi climat et résilience impose à tout acteur du transport, que ce soit une toute petite entreprise qui a 2 camions ou une grosse qui en a des milliers, de donner à chacun de ses clients, au moins une fois tous les 2 mois, le reporting GES précis des émissions de CO2 des opérations de transport considérées. Donc, il n'y a aucune difficulté à avoir cette information. Alors évidemment, tout le monde me dit oui, mais on demande, ils ne répondent pas, mais c'est la loi. Donc aujourd'hui, cette loi, elle prévoit même une sanction de 3 000 euros par manquement. Ensuite, une petite entreprise qui ne répond pas à des appels d'offres publics, elle répond à des appels d'offres privés. Donc vous connaissez déjà la démarche EcoVadis, qui est une démarche de questionnaire. Nous, on est beaucoup plus précis que ça. Vous allez pouvoir répondre euh, par le poids carbone précis du produit ou du service que vous vendez. On a comme client dans ce domaine-là, qui a beaucoup de TPE et PME qui travaillent avec nous, on a Auchan. Eh ben, les producteurs d'œufs ou d'huile d'olive ou de t-shirts, de pullovers d'Auchan travaillent avec nous. Ils fournissent le poids carbone à Auchan très facilement, gratuitement et en ligne. Et tout le monde s'en retrouve bien, Auchan et les fournisseurs qui voient aussi les pistes de progrès. Je vois une autre question sur les Spaser, bien sûr, Monsieur Leroux. Toutes les collectivités, établissements publics qui ont engagé un Spaser, un schéma de promotion des achats socialement et environnementalement responsables, sont évidemment les meilleurs clients possibles pour des Solutions, des Tender, des Supply. Pourquoi? Parce que plutôt que de continuer simplement à écrire noir sur blanc, comme ils le font depuis des années, que la collectivité a engagé des démarches de réduction de son empreinte par la mobilité de ses collaborateurs, par des achats responsables, etc., eh ben, la collectivité, l'établissement public, va pouvoir donner noir sur blanc des preuves en disant ben, l'année dernière, j'avais X tonnes de carbone dans mes achats et aujourd'hui, à isopérimètre, je suis à 0,9X. Ça veut dire que j'ai fait une baisse de 10%, baisse qui va avoir deux origines. La première, c'est qu'on aura mieux mesuré. Quand on mesure, ben, généralement, c'est 10-20% de moins que la facteur moyen de l'ADEME, mais c'est important de le savoir. Mais au-delà de cet effet mécanique qui se coule gratuit, il y a un deuxième effet beaucoup plus intéressant, c'est que quand on a la vraie mesure du poids carbone d'un produit ou d'un service, on sait déterminer avec le fournisseur du dit produit ou du dit service des pistes de réduction. Hein, on va travailler avec ce fournisseur sur la matière première. Pourquoi pas mettre une matière recyclée?
On a parlé de transport tellement. Ben demain, pourquoi ne pas transporter en train plutôt qu'en camion, ou en camion électrique plutôt qu'en camion diesel, et pourquoi pas emballer avec du papier qu'emballer avec du plastique, etc., etc. Donc l'idée d'une meilleure transparence dans la connaissance du poids carbone entre un donneur d'ordre et son fournisseur, elle n'est pas simplement une donnée statistique ou fiscale, c'est aussi une donnée de progrès, c'est le chemin nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire au moins pour décarboner ses achats en bonne collaboration avec ses fournisseurs, comme on l'a toujours fait, pour baisser ses prix, non pas en étranglant les fournisseurs, mais en trouvant avec son fournisseur des moyens pour lui de produire à moins cher dans des meilleures conditions. Donc voilà, donc on est typiquement dans la dynamique d'Espazer, Monsieur Leroux. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, de toute façon, nous sommes arrivés à la fin de notre échange, de notre webinaire. Il est actuellement midi. Donc, je vous dis à tous, donc, merci d'être venus et de vous être inscrits à ce webinaire. Donc, comme on l'a dit au début, la présentation ainsi que le replay seront envoyés à tous les inscrits de ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou directement prendre rendez-vous sur notre site. On sera ravis de vous répondre. Et donc, je vous dis donc à bientôt pour un prochain webinaire. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée du coup et un très bon week-end et à bientôt. Et un bon appétit, il est midi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est important. Merci, merci, Merci. merci à Bonne tous. journée à tous. Bon week-end. Merci à tous. Merci. Merci, Au revoir. au revoir.